Salut les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour 5 nouveaux threads d'horreur. Et pas de blabla en début de vidéo, on part directement avec les histoires. Alors en plus de ces threads d'horreur, à la fin de la vidéo je t'ai mis une anecdote sur ma plus grosse phobie et tu verras bien que c'est bien flippant. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Ludivine et ça se passe quand elle est étudiante. Elle l'a déjà raconté à son entourage, mais maintenant, c'est nous qui avons le privilège d'y avoir accès. Cela remonte donc à l'époque où elle est étudiante. Elle n'habite pas encore avec son copain et du coup, ils ont deux studios, appartements différents. Celui de son petit ami était en centre-ville, c'est-à-dire à côté de la fac. Pour tout nous dire, elle squattait un max puisque 20 minutes de sommeil en plus le matin, c'est le bonheur. Un de ces soirs, il décide de se faire livrer une pizza chez lui. Il habitait dans un petit immeuble où il n'y avait que 3 petits appartements, donc 3 locataires seulement, des étudiants ou des jeunes actifs, rien de plus classique. En bas de l'immeuble, il y avait une crêperie et le patron était adorable. Il se sentait super bien dans l'immeuble et en plus de cela, en sécurité car il fallait absolument un badge pour rentrer. L'interphone ne fonctionnait pas et le patron faisait une ronde lorsqu'il quittait son local le soir. C'est important de contextualiser car vous allez comprendre que le sentiment de sécurité est exactement ce qui a déclenché cette histoire. Donc son copain va chercher les pizzas et il les monte jusqu'au dernier étage où ils habitent. Le couple mange et il regarde un film et tout se passe bien. Il se couche juste après car lui comme elle ont des trucs à faire le lendemain. Il monte sur sa mezzanine pour aller dormir. C'est un espèce de coin nuit dans son appartement où il faut prendre un escalier assez raide. Il y a de la place que pour un matelas 2 places et il n'est pas possible de s'y tenir debout. Vers 3 h du matin, Ludivine est réveillée par un flash de téléphone. Ce flash lui arrive en plein visage et elle ne se sent pas spécialement inquiétée au début. En fait, elle est complètement aveuglée par cette lumière et elle ne voit qu'une silhouette. Mais instinctivement, elle se pose pas trop de questions. Puisque le plafond de la mezzanine est assez bas et l'escalier est très raide, elle se dit que son copain a dû revenir des toilettes et n'a pas voulu allumer la grande lumière pour ne pas la réveiller. En gros, dans sa tête, c'était clair comme de l'eau de roche. Elle tend les bras vers cette silhouette comme pour lui dire « Allez, viens te coucher et redormons ensemble confortablement ». Mais la silhouette ne bouge pas. Alors elle se dit que son copain n'a pas la place de venir dans le lit, vu qu'elle est du côté de l'escalier. Elle se recule dans le lit pour laisser de la place à son copain. Et là, son sang se fige. En reculant dans le lit, elle se rend compte qu'elle vient de se coller contre le corps assoupi de son copain. Ce qui veut dire que la silhouette dans l'escalier, qui ne bouge pas flash à la main, n'est pas du tout son copain. Il y a plein de choses qui se passent dans sa tête à ce moment-là. Elle se dit « Et si je le pousse ?» Mais en fait, c'est pas la bonne solution. Le mec pourrait s'éclater la tête et il pourrait même mourir. Et vous imaginez, vous vous faites réveiller par un inconnu qui tombe et s'éclate le crâne dans votre appartement? C'est pas ouf. Elle commence à monter en pression, mais de la même façon, elle s'interdit de réveiller son copain dans les cris. Elle ne veut pas faire de cette nuit le pire souvenir de sa vie. Sauf qu'elle n'arrive plus à gérer seule et elle a besoin d'aviser avec son copain. Elle a besoin que les choses changent avant que ça devienne dangereux. Pour ne pas se faire repérer par la silhouette, elle met un coup de poing à son copain sous la couverture pour être sûre de le réveiller. Chose qu'il a fait, mais vous n'imaginez pas à quel point les secondes ont paru des heures avant que son copain ne prenne conscience de la situation. Lorsqu'elle entend enfin son copain hurler à l'inconnu de s'en aller, celui-ci met quelques secondes avant de partir. Il descend calmement les escaliers et reste debout dans le salon. Son copain réitère et ils l'ont entendu partir du salon. Mais aucune certitude que leur cher inconnu s'est effectivement barré de l'appartement. Ludivine appelle alors la police, effrayée. Son copain a perdu tout son sang-froid et pleure de peur. Pendant son coup de fil, elle inspecte les lieux, l'inconnu est bien parti et aucun vol à déplorer. Les portefeuilles qui étaient en évidence n'avaient pas été touchés. Les PC, objets chers, rien. Aucun vol de couteau non plus dans la cuisine. Et surtout, pas de traces d'effraction. Ils ont juste oublié de verrouiller la porte. Le couple ne comprend pas pourquoi ce mec était là. Ils ne comprennent pas pourquoi ce qui l'a poussé à rester ici, à les observer dormir. La police est venue mais n'a pas pu faire grand chose pour eux malheureusement. Pas de traces d'effraction, ils n'ont pas vu son visage, il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu d'agression. Ludivine veut passer une petite morale, c'est que même si c'est pas chez vous, comme c'était son cas là, ne vous sentez pas gêné de vérifier la porte ou quoi. Rappelez-vous que malgré toutes les sécurités du monde, le risque zéro n'existe pas. Restez vigilants. Forcément, après un événement comme ça, le couple faisait bien gaffe de fermer la porte après ça. Les premières nuits après l'incident, ils avaient vraiment l'impression d'être réveillés par le flash d'un téléphone. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce premier thread d'horreur. Effectivement, c'est pas parce que tu dors chez quelqu'un que tu peux pas lui dire « Bon toi tu fermes peut-être pas ta porte, mais moi j'aimerais qu'on ferme la porte pour me sentir plus en sécurité. » Y a rien de choquant à ça. Voilà, très bon thread, on va passer au prochain. L'histoire que je vais vous raconter peut vous arriver à toutes et tous.
puisque je l'espère vous avez toutes et tous un toit sous lequel dormir. C'est votre petit cocon à vous et personne ne peut vous faire du mal quand vous êtes chez vous, mais malheureusement, une maison ou un appartement, c'est quoi? Des murs et un toit, des fenêtres et tout ça, ce n'est pas inviolable. Alors justement, je vais vous raconter l'histoire d'Alexia qui a 31 ans et une fille de 5 ans. Il y a 2 ans, quand elle avait donc 29 ans et une fille de 3 ans, il lui arrivait un truc vraiment flippant. Ce n'était pas du paranormal, mais quelque chose de bien plus dangereux selon elle, quelque chose qui montre le côté sombre de l'humanité. Elle se souvient que ce jour-là, elle est en train de donner le bain à sa fille dans la salle de bain, et elle entend un bruit bizarre venant de la fenêtre de sa chambre. Au début, elle s'inquiète pas trop parce qu'elle vit au rez-de-chaussée d'un complexe d'appartements, et il y a souvent des gens qui passent devant les fenêtres, normal. Elle a donc continué à donner le bain à sa fille lorsque le son s'est propagé de sa chambre à celle de sa fille. Maintenant, elle a remarqué justement ce changement d'endroit, tout comme sa chienne. La chienne est généralement du genre très calme étant donné qu'elle a 12 ans. Et le son, c'était presque comme si quelqu'un tapait un objet métallique contre la vitre. Alerte à ce stade, sa chienne se met à aboyer, mais c'est un aboiement qu'elle n'a jamais entendu de sa part auparavant. Inquiète, Alexia a sorti sa fille de la baignoire, elle l'a enveloppée dans une serviette et elle lui a dit de rester dans la salle de bain. Alexia se rend directement à la cuisine pour prendre un couteau, sentant l'adrénaline monter en elle petit à petit. La chienne aboie toujours, cette fois en direction de la chambre de sa fille. En s'approchant, elle a entendu une voix grave qui disait « Je suis ici pour jouer avec une très jolie dame, une dame que je connais, une dame que je vois souvent dans mes rêves. » À ce moment-là, elle est complètement paniquée mais déterminée à protéger sa fille. Elle a ouvert les rideaux et là, elle a vu un vieux type avec une barbe sale et des yeux sombres. Il souriait d'une manière terrifiante comme le Grinch. Elle est restée figée quelques secondes avant de réagir. Elle est revenue dans la salle de bain, a pris sa fille et son téléphone. Et elle s'est précipitée vers la porte d'entrée, le couteau toujours à la main, prête à appeler la police. En sortant, elle est allée frapper chez sa voisine aussi fort que possible pour attirer son attention. Cette voisine a ouvert la porte et voyant sa terreur, elle a immédiatement pris sa fille dans ses bras. Juste à ce moment-là, le vieux type est apparu avec un couteau et a commencé à courir vers Alexia. Elles se sont enfermées à l'intérieur avec leurs enfants, dans la salle de bain qui était la seule pièce avec une porte verrouillable. Le vieux fou continue de frapper et donner des coups de pied à la porte. Et Alexia peut entendre que sur cette porte, il fait traîner son couteau pour écrire des choses peut-être. Alexia s'est adossée à la porte pour la maintenir fermée, ses pieds poussant contre le placard. Après un moment, elle a entendu « Lâchez votre arme et mettez-vous à terre maintenant ». Peu après, des bruits de lutte et des coups de feu ont retenti. Enfin, elle a entendu « Vous pouvez ouvrir la porte, madame, c'est la police ». Soulagée, elle a ouvert la porte et un policier tenait l'homme et un autre policier lui a demandé si elle allait bien et si elle pouvait répondre à quelques questions. Alexia a alors raconté tout ce qui s'était passé. L'autre policier est ensuite revenu avec 2 moustiquaires, celle de ses fenêtres que l'homme avait enlevée pour essayer d'entrer. Le policier lui a dit que l'homme avait admis la suivre depuis environ 1 mois. Il l'avait vue pour la première fois à l'épicerie près de chez elle et depuis ce jour, il l'avait observée, attendant le bon moment pour rentrer chez elle et pour soi-disant jouer avec elle. C'est dingue, non? Pendant 1 mois, il l'a suivie sans qu'elle ne s'en rende compte. Heureusement, elle a toujours eu l'habitude de bien verrouiller toutes les fenêtres et toutes les portes. C'est grâce à cette habitude qu'elle est sûre que ça ne s'est pas terminé en tragédie. Voilà, elle a tout dit clairement. Conclusion, bim bam boum, on passe au prochain thread d'horreur. Alors juste avant de commencer ce thread d'horreur, j'ai un petit trigger warning, ça va être sur des relations toxiques. Voilà, donc si t'es pas à l'aise avec ce sujet-là, tu passes au prochain thread d'horreur, la vidéo elle est chapitrée, je le rappelle. Allez, commençons directement avec cette histoire qui justement nous est racontée par Amel. Enfin, c'est moi qui raconte mais tu comprends, enfin c'est partagé par Amel, ok? C'est une jeune fille de 21 ans et dans cette histoire il y a aussi une autre personne très importante qui se prénomme Linda qui a d'ailleurs 25 ans. Linda et elle se sont rencontrées à la fac dans une petite promo de seulement 20 personnes. Quand Amel a quitté son ex qui lui avait fait beaucoup de mal, Linda a été un soutien incroyable. Les filles sortaient beaucoup, elles se voyaient presque tous les jours et elles rigolaient bien ensemble. Amel la considérait vraiment comme sa meilleure amie, même si elle savait qu'à la fin de l'année scolaire, elle partirait à l'autre bout de la France pour faire l'armée. Elles étaient super proches. Amel l'aidait pour tout, que ce soit des soucis financiers, relationnels ou médicaux. Linda avait beaucoup de problèmes psychologiques et faisait des crises d'angoisse à cause de relations familiales compliquées et de traumatismes, en plus de son TDAH.
L'été dernier, Amel était en pleine dépression. Pendant les partiels du deuxième semestre, elle est au bord du rouleau. Elle a des idées noires et des comportements autodestructeurs, mais elle ne voulait pas impliquer Linda dans ses crises étant qu'elle-même devait gérer des soucis pas faciles de son côté. Elle n'implique pas non plus ses autres amis étant donné qu'ils avaient formé une sorte de groupe dans lequel tout le monde se connaissait. Alors, la veille de son dernier partiel, elle a eu une crise d'angoisse insurmontable. Elle est vraiment sur le point de faire une bêtise. Alors, elle appelle Linda pour lui demander de venir l'aider à se calmer. Elle est arrivée avec 2 autres amis très proches, ils l'ont beaucoup aidée et 2 jours plus tard, soit le lendemain du dernier partiel, Amel est allée aux urgences pour être hospitalisée en psychiatrie. En réalité, elle a passé quasiment tout son été loin de ses amis et de Linda, puisqu'elle est allée dans plusieurs cliniques et qu'elle a passé le reste du temps chez ses parents qui voulaient s'assurer qu'elle ne fasse pas de bêtises. Elle va pas détailler cette période, ça servirait à rien. Tout ce qu'il y a d'intéressant à savoir, c'est que pendant les 2 ou 3 mois qui se sont écoulés, Linda ne lui a pratiquement pas donné de nouvelles, au contraire de ses autres amis qui ont été d'une bienveillance et d'un soutien infini. Lorsqu'elle a fini cette soirée d'hospitalisation et que ses parents l'ont autorisée à retourner dans son appartement, Amel ne s'attendait pas à ce qu'elle soit aussi proche qu'avant, étant donné le silence de 2 mois qu'elle avait subi au moment où elle avait besoin d'elle. Sauf que là, surprise, le jour de son retour, Linda était là, à une fête surprise que ses amis avaient organisée pour fêter son retour. Émue aux larmes de la revoir, elle lui dit oh combien elle lui a manqué. Les jours qui ont suivi, elles ne se sont pas beaucoup fréquentées, du moins pas seules mais avec d'autres amis. Lors d'une soirée avec tout le groupe, Linda l'a prise à part, très alcoolisée, et lui a dit des choses assez déroutantes. Elle lui a fait comprendre qu'elle aurait préféré qu'elle reste à l'HP jusqu'à ce qu'elle parte pour l'armée, ou même, attention, qu'elle mette fin à ses jours. Bon, elle le prend pas trop à cœur sur le moment parce que comme elle l'a dit, Linda était vraiment très bourrée. Avance de quelques semaines et il y a une embrouille entre Linda et un ami de leur groupe, qu'elle avait en gros pris pour un idiot. Et de ce fait, ça a conduit Linda à se séparer radicalement du groupe. Elle a réellement coupé les ponts avec tout le monde, elle les a bloqués sur les réseaux sociaux. Étant tous choqués par ce changement radical au sein du groupe, eh bien ils ont commencé à parler de leur propre point de vue sur Linda. Il se trouve que chacun s'est rendu compte qu'elle montrait un visage différent selon les personnes à qui elle parlait. Voilà ce qu'Amel a appris la concernant. Eh bien ce que Linda lui avait dit alcoolisée était sincère. Elle aurait sincèrement préféré la voir morte plutôt qu'elle revienne en ville. Elle a également appris que Linda est allée pleurer auprès d'un ami très proche qu'elles avaient en commun à l'époque. Le jour même de son retour, quelques heures avant sa fête surprise. Elle lui a dit être en colère du fait qu'Amel revienne et elle lui a dit qu'elle ne souhaitait pas du tout la revoir. Par la suite, Amel s'est rapprochée d'autres membres de leur groupe d'amis, dont le garçon avec qui elle est en couple depuis maintenant 6 mois, et sa meilleure amie dont elle est également devenue très proche. Tous les deux lui ont révélé des détails troublants dans la manière dont Linda parlait d'elle. À son copain, sur qui elle avait déjà un crush avant d'être hospitalisée, Linda disait qu'Amel allait lui faire du mal, et elle l'a encouragée à rencontrer d'autres filles. Mais heureusement, son copain la connaissait déjà suffisamment pour qu'elle puisse lui inventer une personnalité qu'elle n'a pas. Son amie, en revanche, ne la connaissait que depuis peu. Linda en a profité pour lui raconter tout un lot de mensonges sur Amel. Elle la décrivait comme quelqu'un qui cherchait tout le temps l'attention des autres, qui faisait des crises quotidiennes et ingérables, quelqu'un de méchante et d'égoïste. Elle la détestait purement et simplement. Elle est aussi allée raconter que son addiction à l'automobile était quelque chose qu'elle avait copié sur elle, puisqu'elle lui aurait parlé de son addiction avant qu'elle lui dise qu'elle partageait le même problème. Or, c'est l'inverse qui s'est passé. Avec le recul, Amel se rend compte à quel point Linda la détestait et voulait la montrer comme une personne manipulatrice et détestable, assoiffée d'attention. Le pire dans tout ça, c'est que pendant qu'Amel priait chaque jour pour que les problèmes de Linda se résolvent, elle, au contraire, souhaitait sa mort. Forcément, Amel ne sait pas d'où lui vient cette haine, cette colère envers elle. Elles ne se sont jamais disputées et Amel ne lui a jamais manqué de respect. Quelques jours plus tard, Amel lui a envoyé un message parce que Linda lui devait de l'argent qu'elle n'avait pas encore remboursé. Et cette Linda lui a répondu par un discours de haine, lui disant qu'elle n'était qu'une merde, que c'était une manipulatrice cherchant l'attention des autres. Elle lui a aussi dit qu'elle méritait bien sa situation. Pour rappel, Amel souffre d'une dépression sévère depuis plusieurs années. Et à cette période, ses idées noires prenaient complètement le dessus sur sa capacité à vivre un quotidien normal. Personne dans le groupe n'arrive à comprendre le comportement de Linda. Ils en parlent encore souvent et tout le monde continue d'apprendre des choses qu'elle aurait inventées concernant d'autres personnes. Elle n'a pas inventé une personnalité qu'à Amel, elle a manipulé tout le monde.
Personne ne comprend vraiment ses motivations. Amel pourrait détailler tous les moments où elle s'est rendu compte que Linda mentait à propos de toute sa vie, mais ça prendrait clairement un temps fou. Forcément, elle repense souvent à Linda, parce qu'elle l'a considérée pratiquement comme une sœur avant que tout ne dérape. Cette situation la met vraiment mal à l'aise, parce qu'elle a l'impression que Linda a retourné le cerveau de tout le monde, et que s'il n'y avait pas eu cette dispute entre son amie et Linda, tout le monde serait probablement toujours sous son emprise, sans se douter qu'elle inventait des histoires qui ne sont jamais arrivées afin de se valoriser, de se montrer comme quelqu'un d'éthique et de compréhensive. Aujourd'hui, elle n'a plus aucun contact avec elle au vu de la méchanceté dont elle a fait preuve, pas seulement avec Amel mais aussi avec ses amis. Elle espère vraiment que Linda n'est pas dans l'armée, parce que pour elle son attitude est le signe qu'elle peut être dangereuse. Comment peut-on espérer que sa meilleure amie se donne la mort? Voilà, c'est comme ça que se termine ce thread horreur. Il y en a qui vont me dire c'est pas un thread horreur nanani, je le rappelle toujours, thread veut dire sujet en anglais et horreur veut dire horreur. Et je pense que c'est une horreur de vivre une relation toxique comme ça. Oui, parce qu'un thread horreur c'est pas que quelqu'un qui te course avec un couteau, il y a du sang, etc. Il y a beaucoup de sujets de thread horreur. Celui-ci en fait partie, voilà. Peut-être que vous n'avez pas vécu de relation toxique, que ce soit amoureuse ou avec des amis, et sachez que ça peut être vraiment toxique. Bon, c'est pas mon cas, heureusement, mais je sais que c'est pas rare, en fait. Donc ça peut arriver à tout le monde. Faites attention, hein, je vous dis pas de checker tous vos amis. Ouais, alors toi, attention. Et voilà, si vous vivez ça, force à vous. Clairement, j'ai pas d'autres mots. Allez, on passe au 4e thread horreur. Alors, juste avant que commence ce 4e thread horreur, si tu ne l'avais pas fait, n'oublie pas, un petit pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, on reprend avec le thread. L'histoire que je vais te raconter, c'est celle de Léa et ça lui est arrivé quand elle avait environ 13 ou 14 ans. Maintenant, elle a 21 ans, donc ça remonte à un bon moment et certains détails sont un peu flous. Pour te donner une idée, elle a grandi avec son frère aîné, Luc. Bon, c'est pas son vrai prénom, mais voilà, c'est comme ça. Luc a 3 ans de plus qu'elle, donc à l'époque, il avait environ 16 ou 17 ans. Ils vivaient dans une maison assez banale avec un étage et un sous-sol, rien de spécial. Ils ne savent pas vraiment si c'était juste leur imagination ou si des choses vraiment bizarres se passaient. Luc et elle voyaient souvent des trucs étranges autour de la maison, des trucs qui ne devraient pas être là, comme des ombres ou des sortes de fantômes. Par exemple, Luc voyait souvent une vieille femme assise dans le fauteuil à bascule du salon, puis elle disparaissait comme ça d'un coup. Et tous les deux voyaient des ombres du coin de l'œil, et ces ombres étaient encore pires dans le sous-sol, donc ils évitaient clairement d'y aller seuls. L'atmosphère dans le sous-sol était horrible, ça leur filait vraiment la trouille. C'était comme si ils n'étaient pas seuls. Et aucun des deux n'a de problème de santé mentale, faut le préciser au cas où. Pendant longtemps, ils pensaient vraiment que c'était juste leur imagination et que leurs peurs se nourrissaient l'une de l'autre. Mais cette nuit-là, elle a vu quelque chose de clair et net. Ce n'était pas son imagination. D'habitude, les trucs qu'ils voyaient apparaissaient et disparaissaient rapidement, au point de se demander s'ils avaient vraiment vu quelque chose. Mais cette nuit était différente. Sa famille et elle venaient de s'installer pour regarder un film ensemble. Ils faisaient ça souvent le week-end. Avant de commencer le film, elle s'est levée pour aller dans sa chambre chercher quelque chose. Elle ne se rappelle plus quoi, mais bon, c'est pas très grave. Sa chambre est juste au bout du couloir du salon. Quand elle ouvre la porte et marche quelques mètres dans la chambre, elle s'arrête net. Au milieu de la pièce, elle voit un truc trop bizarre. En fait, c'est elle-même qu'elle voit. C'était pas comme une personne normale, c'était plutôt une apparition fantomatique. Léa voit bien que ce n'est pas une vraie personne. Elle est là, à se regarder avec un grand sourire sans bouger. Elle est complètement paralysée par la peur. Elle ne peut même pas crier. Elle voit une apparition d'elle-même, habillée exactement comme elle l'est à ce moment-là. Tout est identique. Elle ne sait pas combien de temps ça a duré, quelques secondes peut-être, mais ça lui a semblé une éternité. Puis soudain, cette apparition a couru vers elle. À ce moment-là, elle a repris ses esprits et elle a voulu se retourner pour fuir. Mais cette chose l'a traversée en courant. Elle s'est retournée et cette chose avait disparu. Elle est sortie en courant de sa chambre et a claqué la porte, oubliant même pourquoi elle y était allée. Elle n'a rien dit à ses parents ni à son frère. Elle s'est juste assise sur le canapé pendant que le film passait. Je peux vous dire qu'elle s'en foutait royalement du film. Elle était juste là, pétrifiée. Elle n'a jamais raconté cette histoire à personne jusqu'à maintenant. Et malgré la peur, elle a dormi dans sa chambre cette nuit-là. Pendant un moment après cette nuit, elle avait toujours peur de sa chambre et gardait la porte ouverte quand elle y était. Elle avait peur de revoir cette apparition d'elle-même. Finalement, elle a essayé d'oublier cette expérience. Ça ne s'est plus jamais reproduit. Alors elle a fini par enfouir ça dans un coin de son esprit. Depuis, elle est fascinée par le paranormal, même si elle en a toujours un petit peu peur.
Récemment, elle écoutait une vidéo sur les doppelgangers et ça lui a rappelé son expérience. Elle a jamais pensé à ça comme si c'était une sorte de sosie ou quoi, mais après quelques recherches, elle se demande si c'était pas ça. Elle aimerait avoir l'avis de quelqu'un sur ce qu'elle a pu voir. Ses parents vivent toujours dans cette maison et à chaque fois qu'elle rentre de l'université, eh bien elle a cette chambre. Même si ce qu'elle a vu cette nuit-là reste un mystère pour elle, Léa ne se sentira jamais complètement à l'aise dans cette pièce. Et ça, on peut parfaitement le comprendre après une expérience comme ça. Sachant qu'il n'y a pas besoin de fantômes ou quoi de ce que j'ai compris normalement, enfin, possiblement sur Terre, normalement, il y a quelqu'un qui te ressemble comme 2 gouttes d'eau, même si c'est pas ton jumeau ou quoi. En fait, là, je crois qu'on a dépassé les 8 milliards d'êtres humains sur Terre, alors forcément, t'as un mec qui te ressemble, un mec ou une meuf ou voilà, comme tu veux. Il y a forcément quelqu'un qui te ressemble. C'est comme ça, c'est la vie. Bref, dinguerie, on passe au prochain thread d'horreur. L'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Lika et elle s'est passée en 1987 ou 1988, elle en est plus forcément très sûre. La maison que Lika loue est une maison où il y a eu un meurtre, mais cela n'a rien à voir avec cette histoire. Oui, Lika loue une maison où il y a eu un meurtre qui a eu lieu pendant un certain temps. Alors, dans cette histoire, elle n'est pas toute seule vu qu'elle a emménagé dedans avec son meilleur ami Joe. Quoi qu'il en soit, continuons l'histoire. Lika vit dans la Murder House depuis environ 4 mois sans aucun problème, à part les pranks constants que Joe et elle se font. Oui, tu vas voir, ils ont une relation où ils se font plein de blagues entre eux. Bon, après, chacun est libre de penser si c'est marrant ou pas. Joe et Lika travaillent comme superviseurs de station dans le métro de Londres. Ils sont de très bons amis et ils partagent un amour pour les pranks. Bien sûr, parfois, ça devient un petit peu incontrôlable, mais cela les tient tous les deux sur leur garde. Joe a 26 ans, il a presque 7 ans de plus que Lika qui a 19 ans. Le seul problème que Lika elle a avec lui, c'est qu'il prend parfois ses affaires. Par exemple, si Lika achète une pizza et la met au réfrigérateur pour plus tard, il rentre du travail, ouvre le réfrigérateur et elle trouve une note disant « Lika, j'ai pris la pizza, voici 20 $, va t'en acheter une autre. » Alors c'est 20 livres mais tu connais. Joe met effectivement un billet de 20 livres à la note et il fait cela surtout quand il a bu quelques bières. Un jour, il boit un quart de bouteille de cognac que Lika avait gardé. Et Lika est tellement en colère qu'elle le frappe aussi fort que possible dans le bras. Joe rit simplement et son rire devient contagieux et il fait rire Lika aussi. Ils ne prennent jamais rien au sérieux pendant plus d'1 minute. Lika va de nouveau acheter du cognac et elle met la bouteille dans le tiroir sous son lit pour que Joe ne puisse pas la trouver. Une nuit, Lika dort et elle est soudain réveillée par le mouvement de son lit. Joe est dans sa chambre, un peu ivre et il essaye d'ouvrir le tiroir avec précaution pour prendre le cognac. Il voit Lika ouvrir les yeux et commence à rire. Chut, dors juste, je suis somnambule, je suis juste là pour le cognac. D'une manière ou d'une autre, Lika se retient de lui casser la bouteille sur la tête. Elle lui tend la bouteille en disant « Ok, prends ça et va te faire foutre ». Joe sort de la chambre en titubant. La nuit suivante, Lika ferme et verrouille la porte de sa chambre pour dormir. Elle dit à Joe de ne plus jamais entrer et la réveiller comme il l'a fait. Quelques nuits plus tard, Lika est réveillée par le bruit de quelqu'un qui secoue la poignée de la porte. Elle se dit « C'est encore Joe, il me fait chier ». La porte est verrouillée, il ne peut donc pas entrer. Elle essaye d'ignorer le bruit en espérant que Joe abandonne. Mais la poignée continue de bouger. Lika sort très doucement de son lit et met sa main sur la poignée. Elle prévoit de l'ouvrir doucement puis de se jeter sur Joe en criant comme une banshee. Elle se dit que ce serait vraiment trop drôle. Elle étouffe un rire restant silencieuse parce que ouais, faudrait pas que Joe l'entende sinon sa blague ne fonctionnerait pas. Une main sur le petit loquet, l'autre sur la poignée. Lika compte dans sa tête 3, 2, 1. Et à ce moment-là, Lika décide qu'en fait non, elle est trop fatiguée et qu'elle ne veut plus faire de blague à Joe. Elle retourne au lit et fait semblant de dormir. Finalement, Joe arrête de jouer avec la poignée et Lika s'endort. Quelques heures plus tard, Joe réveille Lika en frappant à la porte. Lika sort de la chambre très prudemment et ne panique pas. Ne touche à rien, j'ai déjà appelé la police. Sa voix est différente de d'habitude. Lika déverrouille soigneusement la porte et l'ouvre lentement. À l'extérieur, elle remarque que tous les couteaux de la maison sont sur le sol, disposés en demi-cercle face à sa porte. Ils ont 2 jeux de couteaux de chef extrêmement tranchants et un jeu de couteaux à steak. Tous ces couteaux pointent directement vers la porte de Lika. Elle demande à Joe s'il a entendu quelque chose et s'il essayait d'entrer dans la chambre à 1 h du matin. Il la regarde avec de grands yeux et lui dit qu'il n'était même pas rentré à la maison cette nuit-là. Son quart de travail s'est terminé à 23 h et le contremaître de nuit ne s'est pas présenté. Alors Joe a fait un double quart de travail. Il a fini vers 6 h du matin et en rentrant, il a découvert qu'une fenêtre du rez-de-chaussée avait été forcée
et que beaucoup de choses avaient bougé. La police arrive mais ne s'inquiète pas car personne n'a été blessé, rien n'a été volé et rien à part la serrure de la fenêtre n'a été endommagé. Cependant, beaucoup de choses dans la maison ont été déplacées en forme et motifs étranges. Lika frissonne en pensant à ce qui aurait pu se passer si elle avait ouvert la porte en croyant que c'était Joe. Et voilà, c'est comme ça que se termine ce thread d'horreur, j'espère que tu les as tous kiffés en tout cas. Alors dans ce thread d'horreur qui n'en est pas un pour vous forcément, mais pour moi c'en est un clairement, puisque c'est un traumatisme de mon enfance que je vais vous raconter. Je vous en ai déjà parlé, je sais pas quand, dans une intro, une fois où je vous demandais vos phobies, et ben moi je vous ai présenté ma phobie qui est celle des canapés convertibles. Ouais, je dois être sûrement le seul peut-être au monde à avoir cette phobie, mais voilà, je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'était quand j'étais petit, je devais avoir 6 ou 7 ans, je crois que j'étais au CP ou CE1, voilà, quelque chose comme ça. Et ma mère n'était pas là, elle partait au travail, du coup j'avais une nounou, mais une nounou de la famille mais éloignée, voilà, du côté de mon père, hein, voilà. Mais voilà, je vous préviens aussi, il n'y a pas de prompteur, il n'y a rien, donc voilà, etc. C'est vraiment du vécu, donc voilà. Et bon bah c'était bientôt l'heure d'aller à l'école, etc. Et je dormais dans ce canapé lit qui se démonte, qui se monte, enfin je vous mets le système, quelque chose comme ça. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé à un moment, gros bruit de fou. Voilà, gros bruit de fou, bam, le lit se remet. Le lit se remet. C'est plutôt quelqu'un, enfin la nounou qui a remis le lit. Et bizarrement, moi sur le coup je capte pas. Je capte pas ce qui se passe. Voilà. Et à un moment... Enfin, si j'ai une douleur, je m'en souviens, c'est vraiment flou, il n'y a qu'une l'autre partie que je me souviens vraiment, là c'est flou parce que je sais pas, je m'en souviens pas forcément, mais je regarde mon doigt, du coup, et je vois mon doigt, et je vois pas mon doigt, hein, je vois clairement du sang partout, voilà, oui ça va être gore, je l'ai pas dit mais ça va être très très gore, on voit un bout de mon os, etc. Là, celui-là, c'est celui-là, vraiment, c'est celui-là, hop. Et ben, à ce niveau-là, là, de la phalange là, qui plie comme ça, il y a vraiment ça. On voit la peau arrachée, limite, tu pourrais dire que cette partie, elle a été sectionnée. Voilà, et clairement, ça fait pas plaisir d'entendre ça. Elle est sectionnée, et cette nounou me dit, bon, ça, c'est pas grave, on va aller à l'école. Et j'allais à l'école à pied. Donc, elle m'accompagne. Et dis-toi que l'école, elle est quand même à, je sais pas, je dirais 2 km facile, tu vois. Elle a 2 km à pied. Alors, peut-être j'ai pas une notion de la distance, mais c'est au moins entre 1 km et 2 km, voilà, etc. Donc voilà, on marche. Et j'ai pas, je te le dis, je ressens aucune douleur. Vraiment, j'ai aucune douleur à ce moment-là. Pourtant, je pense que de nos jours, j'aurais très très mal. Mais je sais pas, quand t'es petit, je pense que t'as un blocage au niveau du cerveau et tu te rends pas compte de la douleur ou quoi des gens. Et surtout de toi-même. Et donc j'arrive. On fait tout le trajet et on arrive devant cette école. Et devant cette école, eh bien le directeur, il faisait, il était à l'entrée et il faisait rentrer tout le monde, il disait bonjour à tout le monde, etc. Donc c'était plutôt cool. Et là, il me voit avec mon doigt qui pisse le sang comme ça, parce que je le tenais comme ça, tu vois. Et je pisse le sang. Il me voit, il se met à engueuler la meuf. Vraiment, il l'engueule comme du poisson pourri. Je sais qu'il me... En gros, heureusement, il avait sa voiture, genre garée juste devant. Il y avait le parking et c'était lui qui avait la place la plus proche. C'est le directeur de l'école. Tu vois, donc forcément, il me fait vas-y, va dans la voiture. On va dans la voiture et il dit on go direction hôpital. Et pas le choix. Et je suis dans la voiture, il me met sur la banquette arrière et là, blackout. Fini, j'ai plus rien. Je me réveille à l'hôpital avec un... Je sais pas comment on appelle ça, attends, je vais me mettre là. Un truc en métal et de la mousse bleue. Voilà, qui tient bien mon doigt, etc. Et ça fait une espèce de... Comment on dit? Je sais plus comment on dit, mais un truc qui tient et qui fait que mon doigt il reste comme ça, voilà. Il a été opéré, etc. Et forcément, en fait, le directeur, de ce qu'après on sait, il a dit c'est mort, là, il a même... En fait, il a tellement paniqué, il a pas appelé les pompiers, parce qu'il s'est dit, mais ils vont mettre trop de temps et c'est mort. Alors que lui, il est arrivé, il a pris sa voiture, il est allé à l'hôpital. Bon, c'était pas si loin l'hôpital, mais je sais que sur la route, apparemment, il a speedrun, donc bravo à lui. Merci beaucoup, clairement, parce que je sais pas ce qu'il aurait pu en être de mon doigt. Mais en tout cas, j'ai pas de photo de ça, heureusement, tant mieux. Mais ouais, je sais qu'on pouvait voir mon os et tout. Et franchement, je ne sais pas comment c'est possible, mais il n'y a aucune cicatrice de mon doigt. Et je peux vous jurer que le doigt n'était pas fonctionnel pendant je sais pas combien de temps. Mais ouais, j'avais un truc
une armature en métal qui faisait que je ne devais absolument pas bouger mon doigt, avec du polystyrène bleu, enfin une sorte de polystyrène, une mousse, je sais pas. Et franchement, depuis ce jour-là, je déteste les canapés comme ça. Et cette meuf, bah, bien évidemment, a été bannie de ma vie et de celle de ma mère, etc. Bien évidemment. Bref, c'était une dinguerie. Et du coup, ouais, j'ai toujours une réticence avec les canapés, quand même lits convertibles, etc. Tu vois, genre, je t'avoue, je vais pas te mentir que, ouais, j'ai un petit truc, quoi. Donc, même si en plus, c'était pas ma faute, je suis sûr que c'était pas ma faute, donc voilà. Enfin bref, c'était une anecdote, ça se trouve, vous vous dites, putain, elle est nulle à chier, mais bon, bah, c'est comme ça. Un traumatisme, il n'y a rien de serait d'horreur, hein, mais voilà, c'est un traumatisme de l'enfance. Et je me suis dit, des fois, je vous partage des trucs. Et bah, je pense qu'il fallait que je le partage. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas quoi faire de cette anecdote. En vrai, je l'ai fait en one shot. Ça se trouve, elle sortira jamais sur la chaîne. Mais je me suis dit, vas-y, je vous la mets. On verra bien. Au moins, je vous partage des trucs de ma vie. Je sais pas si ça vous fait plaisir, mais j'ouvre mon cœur, si je puis dire. Non, c'est voilà, bon, ça fait plaisir. Ah, ça fait pas plaisir, non, qu'est-ce que je raconte? Ça fait pas plaisir, non, ça fait plaisir de partager, quoique j'aurais préféré, ça arrive pas. Mais bon, voilà, c'est loin derrière maintenant, et puis bon, bah, on va de l'avant, donc y a pas de souci. En vrai, ça me terrorise pas non plus, hein, vous inquiétez pas. Et puis ça se fait plus beaucoup les canapés comme ça. Là, j'ai un canapé, tu le tires par devant, et c'est une petite, comment dire, c'est genre, t'as une lanière, et tu remontes le truc. Donc, il n'y a même pas ce mécanisme machin, tu peux pas te coincer quelque chose comme ça, donc c'est pas, il n'y a pas de souci vraiment, voilà. Si t'en veux plus, tu sais ce qu'il te reste à faire, clique sur une de ces deux vidéos là. Allez, c'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tchuss les petits potes.